Bonjour, ceci est la rediffusion du webinaire X-Risque organisé le 9 décembre dernier, auquel ont participé en tant qu'intervenants Vianney Chrétien et Laurence Poney, respectivement chargés de projet et responsables de l'adaptation au changement climatique d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement, Sophie Lecachet, directrice du syndicat mixte du bassin versant de l'Arly, et Florence Marchon et Olivier Cartier-Moulin, respectivement directrices et chargées de mission au Parn. Bonne rediffusion. Comment les phénomènes météorologiques extrêmes et les risques associés pourraient évoluer dans les Alpes? Sommes-nous suffisamment préparés pour y faire face? Quelles sont les lacunes et peut-être aussi les mesures à renforcer? Quelles sont donc l'amélioration des pratiques locales de gestion des risques que nous pouvons mettre en place? Et en guise de conclusion, chacun pourra intervenir un petit peu sur les principaux apports du projet aux différentes échelles. Je vais laisser la parole donc à Florence Marchon pour rapidement nous présenter sa structure. Oui, merci Laurence et merci à tous. C'est un moment effectivement important pour nous tous avec vous de conclusion de 3 ans de projet. Le Parn, qui est donc partenaire de ce projet avec Aura 2E, c'est le pôle alpin des risques naturels, une structure qui a 40 ans, structure associative d'interface entre la production de la connaissance scientifique et la décision publique sur les territoires et les gestionnaires des risques naturels sur les territoires. On a une spécificité qui est nationale, c'est qu'effectivement, on a un adossement. Nos administrateurs sont l'univers académique, mais pas que. Donc les universités du bassin grenoblois jusqu'à Chambéry, mais également le CEREMA, l'INRAE, et puis des associations comme la SAGE ou l'ANENA. Cet adossement scientifique fait que nous sommes extrêmement attachés pour accompagner les territoires dans la mise en œuvre de démarches de gestion intégrée des risques. C'est pour ça que nous travaillons, en l'occurrence, depuis un moment avec l'équipe de Sophie et avec son territoire, et d'où tout le plaisir qu'on a d'être aussi, qu'on ait choisi collectivement ce territoire de l'Arly, mais Sophie y reviendra mieux que moi sur voilà, l'intérêt sur un territoire à enjeu et qui pour nous est extrêmement démonstrateur de ce qui va suivre. Voilà, donc je vais laisser la parole à la suite des intervenants en vous remerciant pour votre attention. Merci Florence. Donc Sophie, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, Sophie Lecachet, moi, je suis directrice du syndicat mixte du bassin versant de l'Arly. Syndicat qui existe depuis 2013 et exerce la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, depuis 2018. Vous verrez, 2018, c'est aussi la date de cette tempête Éléonore, donc qui est arrivée à point avec la prise de la compétence GEMAPI. On y reviendra. Le bassin versant de l'Arly se situe entre la Savoie et la Haute-Savoie, puisque les têtes de bassin se situent en Haute-Savoie, avec les communes de Megève et Pras. L'Arly qui draine voilà trois sous-bassins versants, l'Arly, la Chaise et le Doron, donc dans le Beaufortain. Donc ça, c'est un petit bassin versant, donc 640 km², réparti sur 25 communes et qui dispose de stations de ski de moyenne montagne, ce qui fait monter le nombre d'habitants, notamment en période hivernale et notamment en période présentant des risques potentiels. Donc, on pourra échanger là-dessus aussi. Le SMBVA, c'est un petit syndicat. On est 6 au niveau de l'équipe et qui dispose aujourd'hui de plusieurs plans d'action relatifs aux risques inondations, au volet entretien des cours d'eau, au volet zone humide, au volet ressources en eau, et puis le nouveau programme du coup depuis 2025 qui est la gestion intégrée des risques naturels, qui explique aujourd'hui notre participation notamment. Merci Sophie et merci Florence. Effectivement, vous êtes partenaire avec nous du projet XRIS-CC et donc à la fois, donc effectivement, l'agence a souhaité s'adosser les compétences du Parn pour travailler ce sujet et vous, au niveau du SMBVA, donc du syndicat du bassin versant de l'Arly, vous avez accepté d'être territoire pilote. Donc merci pour tout cela. Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement est donc
un opérateur privilégié de la région pour accompagner les territoires en transition. Elle assure un rôle de centre de ressources et à travers différents outils et projets, elle apporte données, expertise et opportunités pour les collectivités qui sont ses principales cibles de participer à des projets européens et continuer à innover en région sur les thèmes de la transition. Ici, un certain nombre de ressources et autres exemples de projets européens sur l'adaptation au changement climatique que je vous laisserai découvrir en allant cliquer sur les liens quand vous aurez le diaporama en main. Le projet XRIS-CC, donc rentrons dans ce projet. C'est un projet européen Interreg Alpine Space, donc sur l'espace alpin, qui a débuté en novembre 2022 et qui se termine en cette fin d'année. Il a été marqué par quatre grands paquets d'actions. D'abord, l'analyse de phénomènes météorologiques extrêmes passés et futurs, les impacts et les risques composés, l'amélioration de la gestion des risques dans les zones pilotes, et puis enfin l'écriture de lignes directrices des options politiques transnationales. Il vise à développer et à mettre en œuvre des pratiques améliorées de gestion des risques et des voies d'adaptation pour permettre aux territoires de mieux faire face aux événements extrêmes et augmenter leur résilience face au changement climatique. 10 partenaires sont associés dans ce consortium du projet européen, donc en Italie, en Slovénie, en France, en Autriche et en Allemagne. Ce sont des universités, des agences régionales de l'énergie et de l'environnement et des collectivités pilotes. 5 sites pilotes ont été choisis pour travailler dans ce projet. Donc, un en Allemagne, à Garmisch-Partenkirchen, pour explorer des inondations extrêmes. De même, des inondations et la fonte du permafrost dans 2 vallées du Tyrol, en Italie et en Autriche. Un travail sur les vagues de chaleur et de sécheresse intense à Gorenjka en Slovénie. Un, un regard un peu spécifique sur la tempête Vaia en Italie, dans le Val di Fiemme. Et puis, effectivement, la tempête Eleanor en France, dans le bassin versant de l'Arly. Donc, la première question que nous vous proposons de nous poser dans ce webinaire est celle de comment les phénomènes météorologiques extrêmes et les risques associés pourraient évoluer dans les Alpes. Et cette question, je te la pose, Olivier, afin que tu essayes de nous éclairer. Bonjour à tous, donc Olivier Cartier-Moulin, comme le disait Florence et Laurence en introduction, donc je suis chargé de mission au pôle alpin des risques naturels. Et donc avant de rentrer dans cette thématique XRCC, on voulait vous faire un petit panorama vraiment rapide de ce que pouvaient être justement les effets du changement climatique sur les risques naturels en montagne, avec un petit zoom à l'échelle alpine. Donc d'abord, pour vous rappeler que le réchauffement dans les Alpes est un peu plus marqué que sur le territoire national, avec une tendance entre 1900 et 2022 de plus 2,45 degrés. Voilà, avec une tendance aussi, on le sait, plus marquée dans les Alpes du Nord par rapport aux Alpes du Sud. Voilà, ce qui entraîne voilà, des hétérogénéités, notamment spatiales, dans les précipitations, et puis une augmentation moyenne de ces précipitations en hiver. Météo France, d'ailleurs, communique via son outil Climadiag à l'échelle des communes sur cette tendance d'augmentation moyenne des précipitations en hiver, et dans le même temps sur une diminution de ces mêmes précipitations l'été, ce qui engendre voilà, des problématiques de sécheresse l'été et puis d'imprégnation des sols en eau l'hiver, et une augmentation aussi des pluies extrêmes qui est observée un peu tout au long de l'année. On peut passer à la diapo suivante. Laurence, oui, voilà, pour vous montrer aussi une spécificité de ces territoires de montagne face au changement climatique, avec cette tendance à l'augmentation des événements pluie sur neige. Alors, avec les effets du changement climatique, on sait que
Dans le plan national d'adaptation au changement climatique, voilà, tel que c'est affiché ici, on sait qu'on va vers une tendance à plus 4 degrés en 2100, ce qui génère dans un premier temps une augmentation du nombre d'événements pluie sur neige voilà, en fonction de l'altitude, puis dans un second temps, une diminution de ces événements pluie sur neige. Donc on sait que dans les périodes à venir, on aura plus souvent ce type de phénomène, ce qui va engendrer derrière voilà, des problématiques d'inondation et également de mouvements de terrain avec l'imprégnation des sols en eau, voilà, tels que Marcus Stoffel et Martin Beniston ont pu le déterminer dans leurs études. On peut passer à la diapo suivante, Laurence. Oui, voilà, pour élargir aussi aux effets du changement climatique en montagne selon les derniers éléments du GIEC. Voilà, avec trois phénomènes principaux qui sont concernés. D'abord, la grande famille de ce qu'on va appeler les risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Donc, tous ces phénomènes liés à l'évolution glaciaire et à l'évolution aussi du pergélisol, qui concernent la haute montagne au-dessus de 2700 mètres d'altitude, avec les plans d'action, notamment que le ministère de l'écologie met en œuvre à travers son bras armé service de restauration des terrains de montagne et les levées de doute qui sont mises en œuvre. Donc voilà, des phénomènes de chute de rochers en haute montagne qui s'accroissent et puis des phénomènes liés aux glaciers qui peuvent avoir des vidanges subites et avoir des risques supplémentaires en basse altitude. Le phénomène avalanche aussi qui va évoluer, donc avec une neige qu'on sait moins abondante, notamment à basse altitude, mais potentiellement des cumuls de neige qui peuvent être plus importants et une neige plus humide qui ont un potentiel destructeur, en tout cas peut-être qui va évoluer à la hausse. En tout cas, c'est ce que les premières conclusions des recherches scientifiques tentent à montrer aujourd'hui. Et puis, on l'a montré aussi par la précédente diapo, une augmentation de ces risques d'inondation liés aux événements pluie sur neige aussi et aux pluies intenses, comme on l'a vu précédemment. Et puis, il y a un aléa aussi qu'on peut rajouter, qui est l'aléa feu de forêt, qui évolue également en montagne. On le voit notamment sur ce petit diagramme sur l'évolution de l'indice d'inflammabilité et cette tendance linéaire entre la période 1959 et 2015, qui, on le voit, évolue plus rapidement dans les vallées de montagne, donc toute la frange est de la carte, là, qui représente à la fois les massifs du nord des Alpes sur la partie haute du graphique, et puis la région plutôt PACA sur la partie du bas du graphique. Et on voit bien que ces vallées alpines, en tout cas, ont une tendance à l'évolution de l'inflammabilité qui évolue plus rapidement que les secteurs de plaine. Donc voilà. C'est également tout le rôle de protection que la forêt peut apporter face à ces face à ces risques naturels en montagne. Donc, si cette forêt est soumise aussi au feu, on peut redouter en tout cas que son rôle de protection ne régresse et que donc la combinaison de tous ces aléas fasse qu'on a une augmentation des risques naturels en montagne. Donc, par rapport au projet X risque CC, le choix, Laurence Monet l'a dit, s'est porté sur l'analyse d'une tempête, la tempête Eleanor, qui a eu une séquence entre le 2 et le 5 janvier 2018. Alors, cette tempête Eleanor, elle était précédée de deux tempêtes moins importantes qui ont eu lieu sur le 10-11 décembre et puis le 29-31 décembre, donc les tempêtes Anna et Carmen, qui ont déjà amené un lot de précipitations qui a contribué à saturer les sols en eau. Et puis le gros de l'événement a eu lieu entre le 2 et 5 janvier. Donc la tempête Eleanor, c'est une tempête de type extratropical qui se manifeste avec à la fois des vents très intenses, des précipitations intenses également, et puis des variations de température qui ont engendré notamment ces fameux épisodes de pluie sur neige. Donc ce qui est intéressant, en tout cas en termes de multiplicité des aléas, puisque ça a engendré derrière des phénomènes naturels très divers, comme les coulées de boue, les chutes de pierre, les glissements de terrain, des inondations torrentielles et des avalanches. Donc voilà, un phénomène, une tempête qui engendre des phénomènes très complexes
et qui nous semblait être peut-être préfigurative de ce que pourraient être des événements extrêmes dans le futur. En tout cas, quand on regarde la base de données des événements du RTM sur le secteur du Val d'Arly, entre 1980 et 2023, on voit bien que la succession des tempêtes Carmen et Eleanor engendre un nombre d'événements qui est particulièrement intéressant à noter dans le nombre d'événements et dans leur intensité aussi. On le verra tout à l'heure avec les événements que Sophie va nous relater. Et donc, à partir de cette tendance à l'augmentation des événements, on a cherché aussi à se projeter en 2040, savoir ce qui pouvait se passer en 2040. Et c'est là que les outils produits par le projet X-Risk CC nous permettent finalement d'avoir quelques éléments, secteur par secteur, à des échelles locales, qui nous permettent de nous projeter sur ces effets. Et ça a été la base du travail que Laurent va nous présenter. En effet, merci Olivier. Au niveau européen, le travail des pilotes a été relayé et des données ont pu être rassemblées, travaillées par Eurac Research, donc le partenaire italien, pour mettre en place une plateforme WebGIS donc, que vous pourrez découvrir, prendre le temps d'explorer et son fonctionnement et la donnée qu'elle donne à connaître. Donc, sur des projections, alors des données et des indices passés sur la période 1991-2020, et puis des projections pour le futur, plutôt basées donc pas tant sur un horizon temporel, mais plus sur un horizon de réchauffement qui peut s'inscrire dans les réflexions en termes de trajectoire d'adaptation au changement climatique et pour des horizons. Donc, un horizon est à 1,5 degré, l'autre à 2, à 3 et 4, donc plus 1,5, plus 2, plus 3, plus 4 degrés. On va pouvoir voir comment des indices de précipitations extrêmes, de vitesse de vent extrême, d'extrêmes combinés, de précipitations et de vent, de vagues de chaleur, de sécheresse et de canicule vont pouvoir évoluer au niveau de massifs alpins. Donc, vous trouverez sur cette plateforme l'ensemble des analyses et des données concernant notamment en France l'échelle départementale. Si du coup on regarde un petit peu plus avant ce qui pourrait se passer dans le futur sur le Val d'Arly ou de moins le bassin versant de l'Arly, mais plus largement au niveau de la Savoie, le projet apporte une connaissance et nous fait savoir que les Alpes savoyardes vont connaître un climat de plus en plus chaud, avec des étés plus chauds et plus secs que par le passé, des hivers plus doux et plus humides, avec plus de pluie et moins de neige. Des précipitations extrêmes, plus intenses et plus fréquentes, en particulier en hiver. Notons en particulier l'augmentation de la fréquence qui peut parfois être importante d'environ 40% sur les précipitations de un jour ou d'environ 30% pour celles sur 2 et 3 jours. Donc davantage de phénomènes extrêmes combinés et en cascade, des épisodes de pluie sur neige en hiver plus fréquents, souvent associés à des précipitations extrêmes, et puis de nombreux épisodes, une augmentation des températures et des épisodes d'instabilité tels que ceux vécus en janvier 2018 et à nouveau en novembre-décembre 2023 qui pourraient préfigurer des situations plus fréquentes dans le futur. Donc, je vais laisser Sophie nous préciser ces événements de 2018 et peut-être aussi les autres sur son bassin versant. Alors, merci Laurence. Donc, le cadre est bien posé. Effectivement, lors de la tempête Éléonore,
Des impacts ont été constatés sur le bassin versant de l'Arly. Donc, je vous le disais tout à l'heure en intro, donc c'est un bassin versant de montagne. Le territoire était enneigé, hein, normal pour un mois de janvier. Donc, il y a eu deux épisodes successifs qui ont été notables par rapport au volet inondation, glissement de terrain. Donc, c'est l'épisode du 4 et 5, puis du 21 et du 22 janvier. Donc, on est dans un contexte de territoire enneigé, donc avec un fort épisode de redoux qui a entraîné des cumuls de précipitations importants, du coup avec un épisode de pluie sur neige. Donc, dans un premier temps, le manteau neigeux a absorbé ces précipitations. Et puis, au fil de l'avancement de l'événement, on a eu une restitution progressive qui s'est fait avec des apports et de la fonte du manteau neigeux qui est venu gonfler davantage les débits sur la partie basse du bassin versant. Il a été constaté, puisqu'effectivement les sous-bassins du Doron, donc dans le Beaufortain et du Val d'Arly, ont été moins exposés dans la mesure où ils étaient plus enneigés. Ils ont été moins exposés au fort débit. Par contre, le bassin versant de la Chaise, qui s'écoule sur le secteur de Faverges, Val de Chaise, a été plus exposé puisqu'il est à plus basse altitude et du coup, compte tenu des précipitations importantes, voilà, on a retrouvé des débits très importants dans les cours d'eau. Des débits qui ont dépassé la capacité des cours d'eau et qui ont entraîné des débordements. Euh, voilà, du coup, des dégâts importants qui ont été constatés du coup sur les communes du bassin versant de la Chaise et puis notamment sur les secteurs situés entre Ugine et Albertville, avec toute la plaine de l'Arly et du canal Lallier qui draine le versant des Bauges. Ce qui est notable dans cette séquence d'événements, c'est que du coup, on était dans un contexte de saturation des sols qui n'a fait que s'aggraver et les impacts qu'on a pu constater lors du premier événement se sont aussi aggravés lors du second événement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé lors des trois crues du mois du mois de novembre 2023. Euh, pour reprendre du coup un historique des événements, je vais pas les détailler, hein, vous avez la liste, mais du coup on constate qu'effectivement à cette période d'automne et d'hiver, on a une récurrence qui est de plus en plus importante sur des crues significatives qui peuvent toucher le bassin versant. Les principales étant 2004, 2015, sachant qu'en 2015, il y a aussi eu un phénomène de glissement de terrain qui est venu aggraver une crue qui n'était que des snales. Des épisodes 2018, 20, 21, 22 qui ont été sans, alors à part 2018, mais avec moins d'impact. Et puis la séquence des trois crues de 2023, où là, effectivement, les impacts cumulés ont entraîné des dommages importants. Merci Sophie. Donc notre troisième question, et la troisième question qui peut se poser, c'est celle de savoir si nous sommes suffisamment préparés pour faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes et quelles seraient les lacunes. Alors c'est ce à quoi est tenté de répondre ce projet XXCC, d'abord avec un travail à l'échelle européenne pour réanalyser un petit peu comment travailler sur cette question de risques extrêmes et donc vous pourrez trouver une production qui est donc ce manuel des risques qui présente comment appréhender ce sujet, d'abord par la définition du périmètre, l'identification des risques et leur analyse. On trouve aussi un livrable du projet qui est un rapport d'analyse, un rapport qui a été fait pour chaque pilote, ici celui du bassin versant de l'Arly, mais où on va redétailler les événements, travailler sur les données météorologiques et voir un petit peu comment les impacts de cet événement ont pu se produire en chaîne ou de manière composée sur les milieux et les activités humaines. On a donc dans le cadre de ces travaux européens et en lien avec un autre projet qui s'appelle AdaptNow,
un travail particulier a été produit autour de la réglementation et donc vous pourrez trouver ce document Risques naturels et adaptation au changement climatique. De quoi parle-t-on? Qui vous permet de revenir un petit peu sur les aspects réglementaires en France. Concernant, pour pouvoir apporter cette réponse, nous avons expérimenté avec vous au syndicat mixte du bassin versant et un groupe de travail que vous avez pu piloter, donc une démarche en trois réunions d'environ 2 à 3 heures qui nous ont permis, dans un premier temps, sur une première réunion, de travailler à une évaluation rapide et participative du système actuel de management des risques, donc avec une appréciation collective, de travailler autour de la mémoire collective des principaux impacts de la tempête Eleanor en 2018, mais aussi celle plus récente de l'automne 2023, un travail qui s'est fait sur carte. Dans une seconde réunion, nous nous sommes projetés, grâce aux résultats du projet XRCC dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons pu construire un récit, euh, j'allais dire, d'anticipation sur c'était un événement qui pourrait se produire dans un contexte de grande récurrence. Et donc, nous avons ensemble ajusté ce scénario pour pouvoir imaginer les impacts qu'il pourrait produire. Puis, dans une troisième réunion, et sur cette base, nous avons travaillé les priorités et les fiches actions à partir d'une analyse qui avait été faite euh, des différentes phases de gestion des risques et des interphases, c'est-à-dire comment d'une phase à l'autre, on peut améliorer le système de gestion. Ici, nous voyons donc les différentes phases qui sont proposées, à la fois donc des mesures de prévention structurelle, non structurelle, des outils de préparation, la mise en œuvre des outils de préparation, des outils de réponse, de gestion de crise, de reconstruction, de documentation et d'apprentissage post-crise. Donc, le territoire a pu produire son évaluation qui est produite sous la forme d'un diagramme araignée et qui lui permet de saisir là où il doit faire quelques efforts. Vous retrouvez donc tous ces éléments ainsi que ce document d'évaluation rapide des risques sous la forme d'un grand questionnaire et des différentes étapes de gestion des risques. Vous retrouverez tout ça sur la page du projet XRIS-CC. Ces travaux nous ont amenés donc à enrichir la connaissance des lacunes et imaginer des mesures à renforcer que je te laisse présenter, Olivier. On ne t'entend pas, Olivier. Ou moi, je ne t'entends pas. Oui, pardon, là ça Voilà. devrait aller mieux. Oui, Laurence l'a dit, ce travail a été un travail collectif, hein, avec un pôle d'acteurs qui a travaillé avec des méthodes d'intelligence collective, notamment avec les élus, les techniciens des communes, des intercommunalités, les chargés de mission qui pilotaient aussi les plans communaux de sauvegarde, les pompiers, les services RTM, etc., les gestionnaires de route aussi, qui collectivement, sur la base en fait de ce vécu de la tempête Eleanor, ont pu identifier des lacunes et donc des mesures à renforcer pour améliorer ce qu'on appelle la gestion intégrée des risques naturels autour de ces 4 grandes phases: prévention, préparation, intervention en temps de crise et reconstruction post-événement, retour d'expérience. Voilà, donc assez classiquement, on retrouve des outils que va on va pouvoir mettre en place et des partenariats et également voilà, des démarches d'amélioration. Donc, en matière de prévention, ont été identifiés notamment l'amélioration des systèmes d'alerte sur le bassin versant, en tout cas des systèmes d'anticipation et de mesure en temps réel, voilà, notamment des précipitations des crues, l'adaptation de la gestion forestière aussi pour préserver sa fonction de protection, la conception d'une plateforme de surveillance des crues aussi qui pourrait être pilotée à l'échelle du bassin versant,
améliorer la sensibilisation au risque, développer la sensibilisation au risque par la vidéo aussi, donc ce support plus interactif et donc touchant a priori plus large population. La mise à jour aussi des cartes des aléas, alors ça, on sait très bien que c'est quelque chose qui, vis-à-vis du changement climatique, est un petit peu délicat aussi à mettre en œuvre dans le détail, mais en tout cas, ça a été identifié aussi sur ce territoire comme une option de travail pour améliorer la gestion des risques. Et puis aussi la prévision des mouvements de terrain pour clôturer un petit peu cette phase de prévention. Et puis dans la phase de préparation, on a identifié également l'organisation intercommunale de gestion de crise, donc à la fois autour des outils euh, réglementaires, qui sont le plan intercommunal de sauvegarde, mais pas uniquement. L'anticipation aussi des impacts des événements extrêmes, et puis l'amélioration aussi à l'échelle communale de ces fameux plans communaux de sauvegarde, qui sont également une obligation réglementaire. Voilà. Et en phase d'intervention, l'idée d'acquérir aussi des équipements de surveillance vidéo et de photographie pour surveiller les phénomènes en temps réel, l'amélioration de la communication en situation d'urgence, et puis des réflexions aussi qui sont restées d'ordre plus généraliste, hein, mais de se poser la question de comment mieux reconstruire pour mieux prévenir, et améliorer le retour d'information aussi sur les événements, le retour d'expérience pour mieux nourrir les différentes phases qu'on vient de voir. Et ces différentes actions qui ont été identifiées collectivement ont fait l'objet d'un travail ensuite de priorisation qui ont pu nourrir les programmes d'action de la collectivité que Sophie va nous présenter ensuite. Merci. Je note aussi peut-être un petit ajout ou un oubli concernant la question aussi de l'urbanisme et la création d'espaces pour les méandres des cours d'eau que tu as peut-être oublié dans la prévention, mais qui était un point aussi important dans les discussions autour de cette maîtrise de l'urbanisation. Oui, merci Laurence. Euh, Merci à toi, Olivier. Donc, notre troisième question va donc concerner les pratiques locales de gestion des risques. Est-ce que ces pratiques peuvent être améliorées? Sophie, je te laisse répondre. Ah, on t'entend pas, Sophie. Micro. Oui, voilà. Merci. Du coup, je disais effectivement, ce travail collectif a été intéressant puisqu'il a permis de mettre plein de sujets sur la table et il nous a conforté aussi dans enfin, les projets qui sont déjà prêts, qui reprennent effectivement certaines de ces mesures, mais pas toutes. Voilà, donc au niveau du bassin versant de l'Arly, donc on a un dossier GIRN, donc gestion intégrée des risques naturels, qui est en cours sur la période 2025 et 2028. C'est une première, c'est une entrée dans sur ce prisme de gestion, puisque jusqu'à présent, on travaillait uniquement avec le PAPI, qui est l'outil classique pour la gestion des inondations. Compte tenu de la configuration du territoire, où on constate à chaque événement qu'il y a une concomitance entre le volet inondation et le volet glissement de terrain, il nous a paru nécessaire d'avancer vers ces sujets, notamment pour sensibiliser les acteurs locaux, les élus également, et puis mettre en place les outils adaptés, et puis surtout trouver des financements également adaptés pour pouvoir aller sur ces sujets de façon intégrée et pas de façon très latérale, enfin très unilatérale sur le volet inondation. Donc, au niveau de ce programme d'action, on a quatre opérations qui sont identifiées. C'est un premier programme, donc de petit calibre, je dirais. L'objectif des différentes actions, ça serait d'une part de mettre en place des outils pour améliorer le suivi des crues. L'idée, ce serait de développer une plateforme numérique qui permettrait de rassembler un petit peu les différents sites sur lesquels on s'appuie dans le cadre du suivi de ces événements. C'est d'autant plus important qu'on est une petite équipe et qu'on doit, dans ces cas-là, un petit peu être au four et au moulin. Du coup, l'objectif, c'est de gagner un petit peu du temps sur enfin,
la récupération de toutes ces infos. En complément, il est nécessaire d'équiper certains sites, puisqu'aujourd'hui, il y a des outils, notamment des outils de suivi visio, webcam ou timelapse avec des appareils photo qui sont très performants et qui permettent aussi aux techniciens de gagner du temps par rapport au suivi terrain. Voilà, donc ça c'est le premier volet. Il y avait, oui, il doit y avoir un petit manque, peut-être juste revenir sur la diapo d'avant, puisque sur le volet GIRN, alors il doit nous manquer une diapo. Il y a également deux autres actions qui ont été développées, enfin qui vont être mises en place, qui visent à améliorer la gestion de crise auprès de toutes les collectivités situées sur le bassin versant, donc c'est 25 communes et 4 PCI en les appuyant du coup pour la mise à jour de tous les documents d'information, les documents de gestion de crise également, notamment les PCS à remettre à jour, les PIX en cours de réalisation, et puis mettre en place un outil permettant de réaliser des exercices de gestion de crise, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui les grosses communes réalisent ces exercices, mais les petites communes qui ont moins de moyens, il faut vraiment les accompagner pour qu'elles puissent réaliser ce type d'action et former les élus sur les façons de procéder dans ces cas-là. Voilà. Et puis une action transversale de développement de la culture du risque auprès du grand public. Voilà, l'idée c'est de faire écho à l'événement de mai 2015 où on a eu une crue pourtant décennale avec un glissement de terrain de 400 000 mètres cubes qui a entraîné voilà, de nombreux impacts sur le territoire. On revient sur ce sujet de la concomitance des risques. Voilà, du coup l'objectif c'est de revenir sur cet événement et puis de se projeter aussi par rapport à aux évolutions futures attendues. Voilà sur le volet GIRN. Sur le volet PAPI, donc je vous disais, c'est l'outil classique. Hein, on sort actuellement de la phase d'études préalables. Donc il y a une quarantaine d'actions qui ont été mises en place sur les différents axes que vous avez sur le document. Hein. L'objectif, c'est de traiter les différents axes pour qu'il y ait une gestion cohérente qui soit mise en place sur le territoire. On travaille actuellement à l'écriture de la stratégie la stratégie de gestion du risque d'inondation sur le bassin versant. Donc, travail en cours avec les structures locales, les élus, les EPCI et communes. Voilà, on peut peut-être passer à la diapo d'après. Les enjeux pour l'écriture de ce papier, les enjeux sont centrés notamment sur les phénomènes torrentiels, puisqu'on a des torrents qui charrient beaucoup de matériaux. Voilà, donc on a réalisé notamment des études diagnostiques sur les cônes de déjection qui sont occupés notamment par des villages pour pouvoir prévenir ces risques et puis s'adapter au mieux. Au niveau des enjeux, on a également deux pôles urbains sur le territoire qui sont les communes d'Ugine et Albertville, avec notamment un gros pôle industriel sur Ugine. Un autre enjeu qui est la préservation des espaces de bon fonctionnement des cours d'eau. Alors ça, c'est nécessaire, d'autant qu'on se rend compte qu'on est sur un territoire où le foncier a de la valeur, notamment en tête de bassin versant, et que du coup, les pressions sont importantes et il est d'autant plus nécessaire d'agir rapidement sur ces sujets-là. Donc là, on est en train de travailler sur la définition du papier. Du coup, le projet X-Risque vient effectivement en complément à ces réflexions-là. Si effectivement il fallait retenir certains points, il y aurait notamment l'intérêt du travail qui a été mené en concertation avec les acteurs locaux. Donc Laurence le disait, 3 réunions qui ont été réparties sur 18 mois sous forme d'ateliers participatifs. Nous, on a retenu l'intérêt notamment de ces ateliers d'intelligence collective, chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de mettre en œuvre dans l'animation de nos projets. Donc ça, c'est un point qui a été retenu et que on essaye de dupliquer sur d'autres sujets. Ce qui a été très apprécié également par les élus notamment et les gestionnaires locaux, c'est le travail, l'exercice du scénario d'anticipation Val d'Arly 2040. C'est vraiment un exercice que je vous invite à faire puisque ça donne
je savais pas comment l'exprimer, hein, mais ça donne un petit peu corps au phénomène, parce qu'on sent qu'il y a une évolution, mais vraiment se poser la question de qu'est-ce qui va se passer sur le territoire, quelles seront les répercussions, à la fois techniques, mais aussi sociales et économiques. Et du coup, c'est vraiment un exercice intéressant à faire collectivement, parce que ça nous amène collectivement à modifier nos représentations qu'on a des phénomènes qu'on traite aujourd'hui. Et puis ça modifie aussi le prisme du choix des actions qui seront à mettre en œuvre. Olivier, on a listé un certain nombre tout à l'heure. Je vous le disais, ce projet, il a également confirmé l'intérêt d'actions qui sont déjà inscrites dans les plans gestion intégrée des risques naturels et dans le PAPI, donc ce qui est une bonne chose, hein, on est bien en phase avec les attentes locales. Et ce qu'on retient également du projet X-Risque, c'est les sujets qui concernent également le syndicat, avec l'amélioration de la prévision, je dirais, du suivi des grands mouvements de terrain qu'on a sur le territoire, puisque fatalement, ça aura une incidence sur les phénomènes d'inondation, puisqu'on a toujours des torrents en contrebas. Et puis la question de l'anticipation des impacts sur des phénomènes extrêmes aussi, qui est un sujet qui sera développé également. Voilà. Voilà, on approche de la fin, donc en guise de conclusion, peut-être revenir à chaque échelle un petit peu sur les principaux apports. Je ne sais pas si tu veux commenter ou Sophie. Alors, oui, j'ai un petit peu anticipé sur cette diapo-là. C'est vrai que les apports, ce projet est venu en complément d'un plan de charge qui était déjà très important. Mais on a quand même pu dégager du temps sur ce sujet et vraiment les acteurs s'en sont saisis. Et ça, c'est vraiment un sujet, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment bénéfique sur le territoire. À ce titre, en tout cas, moi, je souhaite remercier toute l'équipe de Aura 2E et puis du PARM pour cet accompagnement. Voilà, on a essayé de trouver le temps nécessaire. Voilà, en tout cas, très bénéfique pour le territoire. Merci Sophie, c'était avec plaisir. Olivier, tu veux peut-être prendre la parole? Effectivement, alors pour enfoncer le clou sur les apports de ce projet X-Risque CC, nous du côté du Parn, à l'échelle du massif alpin, on retient que c'est une démarche originale qui a permis deux choses en particulier. La première, c'était de mettre à disposition des données en termes d'effet du changement climatique qui sont du coup disponibles maintenant sur la plateforme que tu as présentée, Laurence, le fameux WebGIS, qui nous permet d'avoir des outils pour se projeter concrètement dans ces situations. Sophie l'a dit tout à l'heure, c'est notamment un outil très utile quand on travaille avec des publics d'élus ou en tout cas des publics de personnes qui ne sont pas forcément très pointues sur les effets du changement climatique en montagne, et donc d'avoir une matière ici pour bâtir collectivement des programmes d'action. Et ensuite, on retient également cette méthode d'animation d'intelligence collective qu'on a pu tester au cours de ce projet, et notamment en termes de priorisation, puisqu'on a la chance que ce projet de recherche a abouti aussi, et Sophie l'a montré, sur la mise en œuvre d'actions au travers du programme de GIRN qui a été réalisé. Alors, les réflexions avaient déjà été entamées avant, mais ça a permis, je crois, d'accélérer en tout cas la maturation de ce programme. Et donc, en ça, on trouve que c'est intéressant puisque c'est quelque chose qui va pouvoir être réplicable à l'échelle du massif, peut-être pour faire émerger d'autres territoires dans cette dynamique, puisqu'un appel à projet va être lancé à nouveau l'année prochaine, avec encore 2,5 millions d'euros disponibles pour que les intercommunalités alpines puissent également, comme l'a fait le syndicat de bassin versant de l'Arly, mettre en œuvre des actions qu'elles auront pu jugées déterminantes collectivement pour faire face à ces risques extrêmes en contexte de changement climatique. Voilà. Merci Olivier. Je Et vais merci, juste oui, faire un petit complément sur Laurence, ce qu'a dit Olivier. oui. Oui, juste, juste un mot au niveau du PARN, de ce que nous, ça va chercher encore effectivement au-delà. Donc, Olivier a parlé de la gestion intégrée des risques, là, qui prend toute son importance. Mais quand on écoute aussi Sophie et on voit ce que ça a provoqué aussi à travers les actions d'intelligence collective, je pense qu'il faut bien redire aussi
l'importance du temps qui a été donné. Et Sophie, tu as redit que vous étiez sous l'eau avec un plan de charge extrêmement soutenu. Et néanmoins, vous avez pris le temps et cette démarche a pris aussi du temps. Et c'est extrêmement précieux, même si on est confronté aujourd'hui à des événements extrêmes et en cascade qui sont pour nous au cœur des enjeux des risques sur le massif. Cette question du temps, d'arriver à financer ces espaces de temps nécessaires, comme tu l'as dit, que vous réinjectez aujourd'hui et qui permettent aussi d'entendre l'expertise d'usage, l'expertise des acteurs locaux dans leur mémoire du territoire, dans leur mémoire du vécu. Et ça croise après de l'expertise scientifique et technique. Et nous, effectivement, on valorise l'ensemble de cette démarche. C'est extrêmement important. C'est-à-dire le temps qui a été accordé, le temps, comme l'a dit Sophie, que les équipes de terrain arrivent aussi à s'accorder pour prendre de la hauteur aussi, se nourrir aussi les uns les autres. Je pense qu'on a eu, voilà, on a eu de la chance de pouvoir le vivre ensemble et de se dire qu'il faut poursuivre effectivement sur ce type de démarche d'une autre façon, pas nécessairement voilà, dans ce cadre-là, mais en tout cas, c'est une méthodologie sur laquelle nous, on souhaite vraiment attirer énormément d'énergie, prendre le maximum de temps aussi pour se doter les uns les autres de compétences. Donc, merci pour cette démarche aussi à Aura 2E. Merci Florence. Eh bien oui, alors au niveau à l'échelle régionale et européenne, donc vous avez pu voir tout au long du webinaire les différents livrables, les différents apports. Oui, cet outil WebGIS permet de préciser les conditions climatiques futures dans les Alpes. Alors, c'était effectivement un projet Interreg à espace alpin, donc on va être au niveau du massif des Alpes. Il permet de rappeler aussi l'importance d'étendre les enjeux de prévention aux pratiques de tous les acteurs. Je crois qu'au-delà du travail fait sur la gestion et le management, la gestion des risques dans les métiers du gestionnaire de risque, cela vient aussi interpeller comment les pratiques des différents acteurs agricoles, en matière d'urbanisme ou d'autres aspects viennent s'interfacer avec cette gestion des risques et prendre toute leur place dans le plan de prévention. Donc, au niveau du projet européen, des recommandations ont été écrites en direction des décideurs que vous pourrez retrouver autour de la préparation du terrain pour la gestion de crise, l'identification, l'analyse et la hiérarchisation de ces manques en termes de management de risque qu'il peut y avoir sur les territoires. Dès- L'idée de pouvoir définir les options d'adaptation et de gestion des risques avec de nouvelles représentations de ces risques, notamment dans cette projection dans le futur, et puis d'aider à l'élaboration de plans et à lancer sa mise en œuvre, notamment en facilitant la réactivité, la prise de responsabilité. Je retiendrai enfin, assez personnellement vraiment un apport pour moi du projet XRICC et aussi ce besoin de rencontre qu'avaient les acteurs de terrain, un besoin de mieux se connaître, de s'exercer ensemble pour avoir des réflexes plus fins, plus rapides en moment de crise, de pouvoir remettre à jour leur livret de contact de manière à ce qu'ils soient vraiment efficaces le jour J. Donc, j'ai ressenti vraiment ce besoin de formation et de mise en pratique, donc qui vont vraiment dans le sens de la mise en place d'exercices de plans communaux de sauvegarde et au-delà, à travers le levier que peut être le PIX, donc le plan intercommunal de sauvegarde, de favoriser la coordination et la solidarité entre les territoires. Voilà. Cette approche prospective des risques doit donc être largement partagée et croisée avec les autres enjeux de l'adaptation au changement climatique. Voilà, donc merci à vous, merci à nos partenaires ici présents
pour cette expérience. Je remercie aussi, même s'ils ne sont pas présents, les partenaires européens qui nous ont soutenus tout au long de la démarche dans la méthodologie, dans l'apport de données, de connaissances et l'aiguillage, on va dire, pour aboutir aujourd'hui à ce webinaire et la mise à disposition de toute cette matière afin que vous tous qui nous écoutez et ou nous regardez puissiez aussi vous en emparer. Donc, Vianney, je te laisse la parole pour Oui. cette séquence d'échanges, de questions et Donc, de réponses. merci à toi. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat directement. J'ai d'abord une question pour Sophie. Quelqu'un s'interroge sur le type d'acteurs que vous avez pu associer dans les différents ateliers. Est-ce que c'est exclusivement des membres de la collectivité ou est-ce qu'il y Alors, a d'autres... au niveau des invitations, donc on en avait longuement parlé avec Laurence, c'est du coup des binômes élus techniciens qui ont été invités pour chacune des communes, des 25 communes du territoire. Ensuite, on a invité également les élus référents des intercos, des EPCI, en ciblant également le volet les services SCOT et puis les services risques s'ils existent, en tout cas les chargés de PIX notamment. Au niveau des collectivités. Ensuite, on avait des gestionnaires, on avait notamment le département, gestionnaire du réseau routier. On avait également EDF, hydroélectricien présent sur le territoire. Et puis les services de l'État, donc service risque de la DDT, l'ONF et le RTM également, qui sont très présents sur le territoire pour l'essentiel, quoi. Ok, merci. Et une deuxième question qui peut peut-être adresser à toutes et tous, je pense. Une personne se demande s'il y a un équivalent dans les départements d'Auvergne du projet X-Risque. À ma connaissance, il n'y en Hum, a pas. à ma connaissance, non plus. Après, il y a des travaux universitaires qui Oui. permettent peut-être d'avoir un petit peu d'apport au niveau du climat. Je note à cette occasion-là qu'effectivement, des travaux qui sont menés au niveau de l'ORCAE, donc l'Observatoire régional climat, air, énergie, ont permis de décliner les projections donc, de la trajectoire adaptation au changement climatique, trajectoire nationale, une déclinaison à toutes les échelles qui peut être consultable à la fois sur le site de l'ORCAE et sur l'outil Terristory qui est implémenté par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Sur le projet en lui-même, j'ai à ma connaissance pas, oui, je n'ai pas connaissance de ce projet. C'est équivalent. D'accord. Peut-être pour compléter là-dessus, en termes d'intrants, en tout cas pour se projeter sur les conséquences du changement climatique, je sais qu'en ce moment, il y a le cycle des COP départementales qui est en cours, et souvent ces éléments servent d'intrant de réflexion aussi aux COP départementales. En tout cas, c'était le cas dans le cadre des COP alpines auxquelles le Parn a pu participer. Donc ça, c'est peut-être quelque chose aussi auquel on peut se raccrocher via les DDT. Et puis ensuite, en termes de programme d'action, alors certes, derrière là, on a vu que dans les Alpes, le syndicat de bassin versant de l'Arly avait saisi l'opportunité d'émarger sur les programmes GIRN, qui sont des crédits FEDER à l'échelle du massif alpin. C'est vrai qu'en Auvergne, voilà, on n'est pas dans le même périmètre géographique vu que l'Europe pour bénéficier de ces financements. Par contre, il y a un outil de l'État là-dessus qui s'appelle les stratégies de prévention des risques en montagne, ST-Prime. Et là, je vous invite du coup à vous rapprocher aussi des DDT ou des DREAL qui pourront, on espère, vous répondre en la matière. Et pour compléter, j'ai également vu passer une chaire qui a été ouverte récemment par l'Université Clermont-Auvergne, qui s'appelle Extrema et qui a pour objectif de se concentrer sur la prévision des événements extrêmes. Je pourrais le mettre sur le chat. C'est un lien vers le média France 3. Prochaine question. Est-ce que des enseignements spécifiques ou complémentaires à ceux du SMBVA sont ressortis des autres sites pilotes euro-alpins selon les événements de référence retenus ou les pratiques locales de gestion des risques?
Excuse-moi, Vianney, moi Pas de de mon souci. côté, j'ai pas tu peux répéter? Est-ce que des enseignements spécifiques ou complémentaires à ceux du SMBVA sont ressortis sur d'autres pilotes euro-alpins, selon les événements de référence retenus ou les pratiques locales de gestion des risques? Alors, sur ces différents pilotes, effectivement, il y a un travail qui a été fait par pilote. Euh, pour être honnête, je n'ai pas encore la connaissance et eu le temps de vraiment consacrer un regard fin sur chacun des pilotes. Toutefois, vu la variété en fait des événements qui ont été étudiés, à l'occasion des différents conférences, meetings, on peut voir qu'effectivement, il y a quand même une attention particulière, comme on le disait, à tous les systèmes d'alerte. Et puis, après, suivant les pilotes, on va avoir des éléments un peu différents. Je pense en particulier à ce projet enfin, ce site pilote qui a travaillé sur les vagues de chaleur, où là, évidemment, ils ont été plus sur des solutions autour de la réserve en eau, des interrogations autour de ces questions-là qui vont être complémentaires à tout ce que l'on a travaillé. Voilà, il y a eu aussi des choses autour de la sécurisation des accès et autour des infrastructures, dont on a peut-être un petit peu moins parlé dans notre pilote. Mais globalement, je dirais on a quand même des productions assez similaires, mais avec des petites variations en fonction de la thématique traitée. Et du coup, je vais vous inviter à aller regarder de façon plus précise, notamment sur le site en anglais du coup du projet XRICC, où on retrouvera tous les rapports d'analyse et puis tous les dossiers pilotes, un dossier que nous sommes en train de travailler et de finaliser pour le bassin versant de l'Arly. Donc les autres partenaires et notamment les sites pilotes sont aussi en train de finaliser ce dossier, un dossier en fait qui fait la synthèse de tout le travail mené sur chaque pilote. Je me permets de préciser que tous ces dossiers seront en anglais, aussi dans les langues maternelles aussi de chacun des participants au projet. Et donc, nous, en français pour le Val d'Arly et la tempête Elana. On vous transmettra ça dès que ce sera prêt. J'ai un participant qui nous remercie pour la présentation et qui nous demande quelle définition est mise derrière l'événement extrême pour les précipitations et les crues. Enfin, quelle période de retour est pris en compte? Quel impact? Il veut bien tenter une réponse à Vas-y. Antoine Blanc. Merci Antoine pour cette question. Alors, il me semble que dans le cadre du projet X-Risque CC, mais Laurence, tu me contrediras peut-être parce que je n'étais pas à l'origine du projet, en tout cas depuis 2022. Dans la notion d'événement extrême, pour nous, c'était un événement qui était particulièrement impactant et avec des aléas conjugués. On l'a vu notamment dans la séquence d'analyse là sur la base de la BD RTM. On voit que la tempête Eleanor qui nous a servi de base, en fait, était une tempête qui a eu un nombre d'impacts, en tout cas significatifs, et avec des aléas conjugués aussi. Voilà. On voit qu'il y avait eu ces événements pluie sur neige, cet effet de saturation des sols, à la fois du vent important et des précipitations intenses, ces variations de température, etc. Donc, le caractère extrême est aussi issu de la conjugaison aussi des aléas et donc du coup à la difficulté d'appréhender effectivement ce que ça peut donner. Alors de là à parler de période de retour, ben, c'est sûr que c'est très compliqué. Là, on était clairement au-delà de ce qu'on appelle les phénomènes de référence qui servent de base voilà, à la réglementation, notamment sur l'urbanisme au travers des PPR. Hein. On sait que ces phénomènes, enfin en tout cas que les effets du changement climatique vont nous amener à des événements plus intenses de manière plus fréquente. Et on cherche à s'y préparer au-delà de la réglementation, je dirais, par approche pragmatique
Et c'est donc dans ce contexte-là qu'on s'est basé. Mais on est loin, en fait, effectivement, de ce qu'on appelle les phénomènes de référence. Et c'est vrai que c'est pas au cours de ce webinaire qu'on arrivera peut-être à répondre à la question qui est peut-être plus une question d'acceptabilité du risque, qui est de se dire voilà, sur quel phénomène on travaille, peut-être pour bâtir une réglementation commune pour faire face à ces événements extrêmes, quoi. Voilà, je crois que le sujet était un peu moins calibré réglementairement, en tout cas dans le cadre de ce projet X-Risk. Merci, oui. Merci, Olivier. Nous avons une question de Yvargo Pluy qui nous demande, alors qui nous dit qu'on voit l'intérêt de partager tant les données que les retours d'expérience entre acteurs d'un même territoire. Et en ce sens, les PICS, pardon, ont toute leur pertinence. Mais est-il envisagé, quand les PICS seront tous à peu près opérationnels, de mettre en œuvre des collaborations, notamment des partages de connaissances, et des exercices inter-PICS? Car les risques et les effets sont rarement limités aux limites administratives. Peut-être une question Peut-être pour oui, Sophie. Enfin, peut-être juste, Florence ou Ah, oui, pardon, non, Florence, pas de souci. non, non, pas de souci, Vianney, je t'en Ah, prie. Non, non, mais c'est juste c'est une question essentielle, c'est la question des échelles et des échelles pertinentes. On est bien d'accord, et c'est très en lien aussi avec la question de la gestion intégrée des risques et de la bonne échelle. Et on vous rejoint complètement. On est bien d'accord que le sujet qui nous réunit aujourd'hui ne s'arrête pas aux limites administratives. Donc, par rapport au déploiement des PICS, par exemple, on voit très bien que on a sur Grenoble un vrai travail à ce niveau-là sur les PICS. On est dans le cadre de la GIRN, dans le cadre de la gestion intérêt des risques, on a des démarches PICS qui font qu'effectivement, on croise les pratiques et on croise les connaissances. Donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est prévu? En tout cas pour nous, Parne, dans notre fonction d'animation du territoire, on appuie aux acteurs de terrain et aux techniciens. Très clairement, oui, ça fait partie de notre façon de travailler et on espère bien élargir de plus en plus ces questions-là. Mais je pense que c'est important effectivement de bien rappeler que ça ne s'arrête pas aux limites administratives et que la notion de bassin de vie, bassin versant, bassin de vie, c'est la bonne échelle pour travailler. Je ne sais pas, Laurence, si tu voulais compléter sur ce questionnement. non, je pense qu'effectivement, ça a tout son intérêt et qu'effectivement, peut-être certains acteurs, que ce soit vous ou que ce soit l'IRMA, l'Institut des risques majeurs, auraient sans doute l'occasion de travailler Mm. sur des conférences ou des mises en commun, des retours d'expérience. Parce que je crois que... Même pour compléter, même d'un point de vue opérationnel, ce sont des choses qui ont déjà été faites en fait par le PARN. Le 13 octobre 2022, on a profité de la Journée internationale de réduction des catastrophes pour mobiliser la communauté des chargés de mission qui interviennent dans le cadre du réseau GIRN pour mettre en place un exercice qui est un exercice interrégional à cheval entre PACA et Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, sur un scénario qui intervenait sur col du Galibier, col du Lautaret, donc avec notamment deux communes impliquées, celle de Valois et celle de Montier-les-Bains. Et on a vu aussi toutes les difficultés opérationnelles pour mettre en œuvre tous les opérateurs, parce que ça veut dire qu'il y a des SDIS différents, il y a des préfectures différentes, et donc du coup ça monte vite à des échelles opérationnelles de zones de défense qui nous dépassent. Et du coup, effectivement, sans associer l'ensemble de ces partenaires, c'est aussi compliqué de mettre en œuvre ces dynamiques-là. Mais en tout cas, petit à petit, dans la montée en compétences en termes de gestion de crise, notamment des collectivités, cette question, elle va forcément se poser. Mais je dirais, avançons marche après marche. On ne va pas voilà, sauter les barreaux de l'échelle. On risque de se casser la figure en faisant ça. Donc, allons-y marche après marche. Effectivement, regardant le haut de l'échelle qui peuvent être ces plans intercommunaux de sauvegarde et ces exercices interpix, mais commençons par la base et commençons par être opérationnels à l'échelle communale, à l'échelle intercommunale et sur des bassins de risques cohérents. Bien, merci. J'ai une personne qui va dans notre sens en se disant que un exercice inter-PICS est effectivement très pertinent dans ce cas-là, et elle pense que les préfectures et les SDIS pourraient être moteurs. Elle demande si la préfecture et les SIDPC
ont été mobilisés dans le cadre du projet. Peut-être Sophie, je crois que la préfecture avait été Alors, invitée. ouais, j'ai plus toutes les invitations en tête. On avait sollicité la DDT sur le service risque. Après, peut-être pas forcément le site PC, mais il faudrait vérifier. Effectivement, ça serait intéressant. Bon, Très ce que bien. j'entends, Antoine, c'est que, comme c'est toi qui as posé la question, c'est que tu es volontaire pour appuyer Sophie sur le déploiement jusqu'à la préfecture, alors. Sophie, tu as trouvé de l'appui logistique. En toutes les bonnes volontés. Ce sera même de l'interdépartemental, du coup, c'est à vous de savoir. Enfin, en tout Carré. cas, sur la partie, Eh oui, la toute petite partie Haute-Savoie du bassin versant de l'Arly. c'est ça. Très bien. Très bien, ouais. Est-ce J'ai qu'on a pas encore d'autres d'autres questions? questions. Non? Non. Ben, je crois on va arriver dans notre timing. Alors Mm. voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une minute là pour que vous réfléchissiez. Eh bien, nous allons vous remercier tous de votre participation à cette heure d'échange autour de ce projet. Et puis, nous restons bien sûr les uns les autres à votre disposition si vous aviez un détail, un besoin, une idée à partager dans les semaines qui vont venir. Et nous vous souhaitons donc une bonne application peut-être et mise en œuvre, vous aussi, de travaux de prévention et puis d'expérimentation autour de ce sujet des risques extrêmes. Merci Florence, merci Olivier, merci Sophie, merci Vianney, merci à tous et bon après-midi. Bon Merci. après-midi. Bon Merci après-midi. encore. Merci. Merci.